début de la collaboration avec Jean Van Damme sur les DS, en fait, c'est une rencontre qui s'est faite par l'intermédiaire de l'éditeur. C'est-à-dire que Jean Van Damme avait déjà écrit un synopsis, il avait déjà inventé le personnage et créé l'univers. Tout simplement, il cherchait un dessinateur. Donc, il avait déjà travaillé avec les éditions Dupuis sur ce projet. Et c'est l'éditeur qui m'a contacté et qui m'a proposé de faire un petit essai, de voir si j'étais intéressé et si ça pouvait convenir. Donc j'ai fait 2 planches d'essai sur un petit bout de scénario qu'il avait commencé à écrire. J'ai envoyé ça et puis 2 jours après, j'ai une réponse des gens de chez Dupuis qui me disent « Formidable, Jean est ravi, si ça t'intéresse toujours, c'est bon, on y va ». Moi, j'y croyais pas, honnêtement. Faire une série avec Jean Van Damme, c'était tellement inespéré et formidable que je me disais « non, c'est pas possible ». Donc j'ai fait mes petites planches d'essai, mais sans... C'est pas que j'y croyais pas, j'adorais l'histoire, je trouvais que ça fonctionnait très bien, mais je pensais pas qu'ils allaient me retenir, quoi, qu'ils allaient me prendre. Et puis en fait, si. Donc voilà, je me suis retrouvé plongé là-dedans. Une rencontre s'est organisée avec Van Damme à Bruxelles, et puis quelques discussions, le contrat a été signé, on est parti comme ça, pof. Jean, au départ, n'était pas tellement parti pour faire une série au long cours, et il me l'avait dit d'emblée, il m'avait dit, tu sais, je vais faire 3-4 albums, et après, on fera une convention entre nous et tu pourras continuer si tu veux, tout seul ou avec un scénariste. Et puis en fait, il s'est un peu pris au jeu. Je pense que le fait qu'on se soit bien entendu, que ça ait bien fonctionné, ça a fait qu'il a eu envie de continuer un peu plus longtemps. Il a quand même fait 9 albums. Donc moi, je me disais à chaque album, peut-être qu'au prochain, il va arrêter. Donc il faut quand même que, là, cette fois, sur cet album, je mette le paquet, que je fasse vraiment quelque chose de très très bien pour qu'il soit content et qu'il ait envie d'en écrire encore un autre derrière. Donc il y avait ce petit côté-là. Mais dès le départ, enfin, à partir du tome 3, on était parti sur des one-shots, enfin des histoires complètes. Donc c'est une série au long cours avec un destin, un personnage qu'on suit, mais en même temps, à chaque fois, c'est un épisode qui se termine. Donc on pouvait très bien arrêter la série n'importe quand, en fait. Il n'y avait pas du tout, on n'avait pas planifié une trame sur 10-15 albums, il n'y avait pas du tout cette idée-là. Au départ, lui, il voulait une série classique réaliste. Et moi, j'ai toujours adoré les séries classiques réalistes. J'ai commencé comme ça avec Christin. C'est mon style de dessin, le classicisme réaliste. Donc, tout de suite, on était à peu près d'accord sur la manière de faire, et même sur le personnage, même sur le physique. On s'est très vite entendu sur les choses. Et il m'a aussi très vite mis en confiance. C'est-à-dire que lui, il m'a posé des questions sur ce que je ressentais par rapport au personnage, sur ce que je voyais pour la suite des aventures. Il m'a toujours impliqué dans les écritures de scénarios, c'est-à-dire qu'il ne m'a jamais laissé de côté en disant, voilà, en arrivant avec un scénario tout cuit, en disant, voilà, ça c'est le suivant. Alors soit c'était qu'est-ce que tu sens par rapport au personnage, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui pourrait lui arriver, ou alors simplement, est-ce qu'il y a un endroit que tu as envie de dessiner, une ville, un pays où tu as envie d'aller faire des repérages, pour qu'il y ait une aventure de Lady S qui se passe là. Alors sur la façon de dessiner, il y a toujours une évolution dans mon travail parce que j'essaye toujours je me fixe toujours des objectifs. Quand je commence un nouvel album, j'ai pas envie de le dessiner de la même façon que le précédent. C'est pour ça notamment que sur mes formats de planches, ça change d'un album à l'autre. Je suis pas du tout fixé sur un truc parce que j'ai envie que ça bouge, que ça évolue. Donc je me fixe toujours un petit défi. Mais le fait d'écrire, de reprendre les scénarios et d'avoir aussi en main le destin du personnage, je pense que forcément on se sent peut-être un peu plus à l'aise pour le faire évoluer, pour le faire bouger, sur la tenue vestimentaire, peut-être la coiffure, les attitudes, qui fait que forcément on le fait vivre à sa manière, et donc faire vivre un personnage, c'est aussi le dessiner, trouver la manière de le dessiner. Et c'est comme ça qu'on progresse en tant que dessinateur, c'est le fait de faire évoluer les personnages et les décors, même si c'est toujours dans le cadre de la même série. Bollé toujours des idées. Et à l'époque, il y avait une série qui avait beaucoup de succès à la télé qui s'appelait X-Files, qu'on adorait tous les deux. Et je lui parle de ça, je dis, voilà, X-Files,
ce genre de récit, ça serait bien. Et il me dit, bah écoute, super, ouais, j'ai déjà le personnage. Donc de toute façon c'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées, il a toujours des trucs, il a toujours des tiroirs avec des idées dedans, et là, d'un seul coup, il dit, mais oui, mais ça va coller. Donc il sort ce personnage de Jacob Kandar, qui est l'homme le plus intelligent du monde, et il se passe quelque chose, un phénomène tout à fait incroyable, c'est que des faisceaux lumineux viennent du cosmos et viennent frapper la Terre. Et ce Jacob Kandar, l'homme le plus intelligent du monde, va comprendre que c'est un message du cosmos. Et donc, c'est un univers qui est totalement fantastique, avec des choses qui sont à la fois ancrées dans une certaine réalité, parce que c'est pas de la science-fiction, on n'est pas dans un avenir lointain, on est dans un avenir, disons, extrêmement proche, donc relativement quand même réaliste et contemporain, mais avec des phénomènes paranormaux, des choses, des rayons qui viennent de l'espace, et puis après, dans certains albums, on voyage dans des univers qui sont complètement fous. Et graphiquement, c'était hyper séduisant comme idée, donc voilà, comment ça a démarré en fait. Sur cette série-là, j'ai eu tout de suite envie de partir sur de la couleur directe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il me semblait que ça allait servir le propos, c'est-à-dire pouvoir travailler les effets de couleur, ça allait aussi avec la thématique, c'est-à-dire les effets de lumière, puisque ça tournait autour de ça, hein. C'était le thème principal finalement, c'est la lumière. Donc il fallait trouver un mode d'interprétation graphique qui permette de jouer justement sur les clairs-obscurs. Et un travail classique en noir et blanc, ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas convenu en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais faire Apocalypse Mania, je le ferais à l'ordinateur, j'en sais rien. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les logiciels qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et puis j'avais envie d'essayer une technique totalement différente, donc je me suis lancé dans la couleur directe. Aussi parce qu'il y avait des gens comme Gibra, comme Marini, par exemple, à l'époque, qui commençaient à s'y mettre et qui faisaient des choses vachement bien, que je trouvais vraiment très très belles. J'avais envie de me confronter à ça. Là, on est sur une planche en couleur directe qui a été faite à l'acrylique, qui est une technique de peinture que j'ai utilisée sur Apocalypse Mania parce qu'elle permet de travailler par transparence et d'avoir des couleurs extrêmement stables et qui sèchent très vite. Et qui permettent notamment de faire énormément de passages. Pour tout ce qui concerne les zones qui apparaissent en blanc, c'est-à-dire les tours de cases et les bulles, avant de passer la couleur, il faut les protéger, parce qu'évidemment, quand on va passer la couleur, on ne va pas forcément faire très attention à suivre le trait de manière très précise. Donc il faut protéger ces zones-là. Et on a un produit miracle qui s'appelle le Drawing Gum, qui est une gomme liquide en fait qu'on va appliquer au pinceau sur toutes ces parties-là et qui va sécher. Et une fois que ce Drawing Gum sera sec, on va pouvoir passer les couleurs autant de fois qu'on veut. Toutes les parties qui seront protégées par le Drawing Gum resteront blanches et une fois que tout est sec, on peut retirer ça. En fait, ça se retire très facilement, il suffit de tirer dessus. Et les parties sont restées tout à fait blanches. La technique de l'acrylique telle que je l'ai utilisée moi, c'est de manière très diluée, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des jus de couleurs. Par exemple, sur la première case, j'ai commencé par un jus qui est un jaune très très pâle qu'on peut voir ici, et que j'ai passé sur toute la surface de la case, et qui sèche très vite. Et une fois qu'il est sec, il ne bougera plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir repasser 10 couches de couleur par-dessus. La couleur de base, la couleur de départ va rester telle qu'elle. Ce qui permet ensuite de travailler des dégradés de manière très très subtile, comme ici par exemple, où là on a un vert qui est relativement foncé, qui va de plus en plus vers le jaune, parce que le principe de l'acrylique par transparence, c'est que plus on va superposer, plus on va densifier la couleur. Donc ici, la couleur, elle est extrêmement pâle, et puis là, elle va se densifier petit à petit avec la superposition des couches. Et une fois qu'on a travaillé tous ces dégradés, on va commencer à monter vraiment dans les contrastes et avoir des zones plus foncées. Donc là, c'est très facile à voir sur ce personnage-là, par exemple. On a les zones de lumière qui apparaissent encore ici en jaune. Et après, tout ce qui est ombré, ça va être travaillé sur des couleurs de plus en plus denses et de plus en plus foncées, mais toujours par superposition de couches.
Donc c'est un procédé qui est extrêmement efficace, qui permet d'avoir des effets relativement sophistiqués et des couleurs qui peuvent être à la fois très fines ou alors au contraire très vives comme ici, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc il y a minimum un jour ou un jour et demi de travail uniquement sur la mise en couleur pour chacune des planches. Le projet d'Highlands, en fait, il y a plusieurs influences. D'abord, il y avait l'envie d'écrire, il y avait l'envie de faire quelque chose de totalement différent de ce que j'avais fait avant, de faire quelque chose qu'aucun scénariste ne m'avait jamais proposé. Donc, quand on devient scénariste, on peut se proposer à soi-même ce genre de choses. De faire une bande dessinée historique, ce que je n'avais jamais fait. De faire de la couleur sur ordinateur que je n'avais jamais fait. Donc c'était une espèce de défi multiple, Highlands. Il y avait plein de choses différentes. Et l'Écosse, parce que sur le plan familial, j'ai des attaches avec l'Écosse. Mon épouse est d'origine écossaise, donc on connaît assez bien l'Écosse. Elle a de la famille là-bas, donc je connais assez bien le pays. J'ai pu découvrir les gens, les paysages et l'histoire aussi de l'Écosse, qui est tout à fait étonnante, qu'on ne connaît pas forcément ici. Et c'était un cadre parfait pour une bande dessinée historique d'aventure. L'Écosse du XVIIIe siècle, c'est extraordinaire sur le plan visuel, sur le plan dramatique, il y a tellement de choses, c'est extrêmement riche. Bruno Brasil, c'est une série que j'ai lue en mon enfance, que j'adorais. Et il se trouve que j'ai travaillé longtemps sur Apocalypse Mania avec mon camarade Laurent-Frédéric Bollet au scénario. Et de temps en temps, on parlait de Bruno Brasil, mais vraiment comme ça. Et lui, il adorait la série aussi. Et je me souviens notamment, on parlait des titres. Les titres des albums sont fabuleux. Enfin, Qui tout double pour Alaxis, Commando Caïman, enfin tout ça, c'était vraiment un univers qui nous plaisait et qui nous parlait. Et un jour, on se voit pour un déjeuner et il me dit, mais on parle de Brasil comme ça. Il me dit, mais moi j'ai une idée pour reprendre le personnage de Bruno Brasil. Donc il me fait lire son synopsis, que je trouve excellent. Et il me dit, mais ça t'intéresse? Je dis, bah évidemment, Bruno Brasil, ben oui. C'était vraiment une envie presque d'adolescent attardé, hein, de revenir à nos lectures d'enfance et d'essayer de prolonger le plaisir. Et dans Bruno Brasil, il y a cet album emblématique qui est Qui tout double pour Alaxis, où Greg, le scénariste, a décidé de tuer la moitié du Commando Caïman, c'est-à-dire que la moitié des personnages meurent à la fin quand même de cet album, ce qui était extrêmement traumatisant pour un jeune lecteur à l'époque. Et ensuite, surtout, rien. C'est-à-dire que Greg n'a plus jamais vraiment exploité ça, il n'a pas raconté la suite de ça. Et c'était l'idée de Bollet, c'était de raconter la suite de Qui tout double pour Alaxis, qu'est-ce qui se passe après au sein de l'équipe quand le Commando Caïman a perdu la moitié de ses membres, qu'est-ce que psychologiquement ça va produire sur ceux qui restent, et notamment sur le patron, sur Bruno Brasil, qu'on va découvrir donc dans notre album en train de faire une analyse, une psychanalyse, parce qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien, parce qu'il se sent responsable de la mort d'une partie de son équipe. Voilà, donc cette idée-là, l'idée de reprendre, de raconter la suite de Qui tout double pour Alaxis, c'est sans doute le petit truc en plus qui a fait que, oui, j'ai pas hésité une seconde et je me suis lancé dans le truc avec Laurent-Frédéric. Graphiquement, ça peut paraître très bizarre, graphiquement, je me suis posé aucune question. J'ai eu aucun souci pour retrouver les personnages sous mon crayon. C'est venu d'une façon tellement naturelle mais en fait, c'est presque normal parce que je dirais que Bruno Brasil, ça fait partie de mon ADN de dessinateur. On a tous les dessinateurs ont un ADN de dessinateur. Ils ont une espèce de banque de données intérieure, de choses conscientes et inconscientes. Et là, je pense que pour moi, c'était inconscient, mais c'est ressorti au moment où j'ai commencé à dessiner le personnage. Et notamment, Bollet était assez surpris que ça vienne aussi facilement, mais moi aussi, en fait. Mais je ne me suis pas posé la question. C'est venu très naturellement. Moi, je ne dessine pas pour dessiner. Je dessine pour raconter quelque chose, pour créer soit raconter une histoire ou créer un personnage. C'est pas le dessin pour le dessin. C'est-à-dire la beauté du geste, en fait, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que je l'ai fait un peu, de faire du dessin pour le plaisir, me mettre dehors et puis dessiner un paysage, par exemple. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime faire, c'est dessiner pour raconter une histoire.
Et mes premiers rapports avec le dessin, c'est quand j'ai commencé à lire le journal de Mickey. En fait, c'est ça. C'est une fois qu'on a lu le journal de Mickey, quand on a 5-6 ans, bah après, derrière, on va dessiner Mickey. Ou quand on lit un album d'Astérix, après, on dessine Astérix. Donc mes premiers souvenirs de dessin, en fait, c'est plus lié à ça. Presque, je dirais, des copies. Je me souviens d'avoir dessiné, recopié des couvertures d'Astérix, par exemple, ou de Lucky Luke. Donc c'est ça. Mais mon rapport avec le dessin, il est aussi en rapport avec la bande dessinée.